Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre table ronde débat intitulée Sciences et médiation scientifique en bibliothèque. Alors je me présente, je m'appelle Lafort, je suis donc le directeur de la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer et du réseau des bibliothèques de la collectivité, un endroit où on parle un peu de science et en tout cas on y est sensible. Mais aujourd'hui j'ai le rôle de modérateur. Donc on a le plaisir de vous accueillir autour d'une table ronde consacrée à la question, dans laquelle on a souhaité, avec Embellie Science, dont Nathalie Millot, qui intervient, mais qui est également avec moi membre du comité d'administration d'Embellie Science. Donc une table ronde dans laquelle on a souhaité varier les approches et réunir un certain nombre de sensibilités à la question, mais avec des angles d'attaque différents. On aura autour de la table des gens qui sont en direction ou en chefferie de service au sein de bibliothèques territoriales, départementales, universitaires ou de centres de sciences. Et également une personne qui intervient du point de vue associatif. Je vous en révèle pas plus. Je vais assez rapidement passer la parole aux intervenants. Je précise juste une chose pour les personnes qui sont en ligne. Alors pour des raisons techniques, on n'a pas pu activer le chat online, ce qui fait qu'en ligne, vous n'avez pas la possibilité de poser des questions. On devra se contenter des questions posées dans la salle. Et à ce sujet, je vous proposerai qu'on groupe les questions, donc notez-les bien, qu'on groupe les questions à la fin pour créer du débat à la fin. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Corinne Boulinguet, responsable de la formation et de l'organisation apprenante à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. Merci Fabien. Bonjour à toutes et merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les missions que l'on fait à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais, parce qu'on est un échelon un petit peu invisible pour le grand public, pour la simple et bonne raison que nous n'accueillons pas de grand public. En fait, notre public sont les professionnels du livre et de la lecture, donc qui travaillent dans les bibliothèques publiques, qu'ils soient salariés, bénévoles, agents statutaires, services civiques. Et nous accueillons aussi les professionnels qui travaillent en lien étroit avec la lecture publique, les professeurs documentalistes qui travaillent dans les collèges, les CDI des collèges, les éducateurs jeunes enfants. On forme aussi des professionnels de santé, les infirmières par exemple. Donc toutes personnes qui peuvent être amenées à avoir un projet de développement de la lecture. Alors, les 4 missions qui nous incombent et qui ne sont pas propres à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais, c'est d'abord l'ingénierie et le conseil auprès des collectivités locales pour construire des bibliothèques, les rénover, les développer en réseau de lecture publique. Donc, on a dans le Pas-de-Calais 11 réseaux de lecture publique et donc on fait ce rôle de conseil auprès des élus, des techniciens et des collectivités. La deuxième mission qui nous incombe, c'est la formation des professionnels, qui est une mission importante, dont je reparlerai après. Et on a la charge de former, en tout cas de proposer une formation initiale et une formation continue à ces professionnels du livre et de la lecture. Je reviendrai dessus un peu plus en détail. La troisième mission, c'est le soutien à la médiation et à la valorisation des services et des collections. Ça va du prêt de collection, d'outils d'animation, du soutien financier à développer des salons du livre, par exemple. Je reviendrai aussi dessus ensuite. Et puis, la dernière mission qui est comme toute bibliothèque, c'est que nous avons aussi des bibliothèques. Nous en avons 4. Oh, je suis allée trop vite. 4 sur le Pas-de-Calais. Donc, on prête des collections physiques et numériques aux bibliothèques territoriales qui n'ont soit pas assez de budget pour constituer des collections, ou soit pour compléter leurs collections sur des domaines précis. Donc, les 4 sites sur le territoire nous permettent en fait d'être au plus près des territoires et de répondre le mieux possible aux différentes problématiques, puisque le territoire de l'Arajois, par exemple, n'a pas les mêmes problématiques que celui du Boulonnais. Si vous voyez la carte, vous remarquez une concentration des bibliothèques. Donc, on travaille avec 281 bibliothèques avec qui nous sommes en convention de partenariat, qui sont réparties surtout dans les zones urbaines, périurbaines. Si vous remarquez un peu dans le Montreuilois et le Ternois qui sont au sud du département, le réseau est plus lâche. Et en fait, si vous calquez carte de l'aménagement du territoire, c'est un peu la même répartition. On a les bibliothèques qui sont un peu plus concentrées dans les zones urbaines.
Néanmoins, on a quand même des bibliothèques et des beaux bâtiments qui sortent aussi dans les zones rurales. Donc, ces bibliothèques sont réparties selon une typologie qui nous est propre, qui va de la bibliothèque structurante, il me semble, qui va être la bibliothèque typique de la grande ville avec plein de services, une action culturelle régulière, des horaires d'ouverture assez étendus, jusqu'au point lecture qui peut être la petite bibliothèque de village de 20 mètres carrés avec quelques ouvrages tenus par des bénévoles 2 ou 3 heures par semaine. Donc, toutes ces bibliothèques ont accès à nos services, nos collections, selon leurs besoins, en fait. Et ensuite, voilà, ce sont je ne vais pas vous embêter avec les critères, mais ça correspond au nombre de mètres carrés, au nombre de personnel, au budget dépensé pour les collections, etc. Alors, on ne fait pas de médiation scientifique directement en médiathèque départementale. Par contre, on propose à travers 4 leviers, je vous ai indiqué ici, 4 grandes thématiques, la possibilité d'accompagner au mieux les bibliothécaires territoriaux pour développer la médiation scientifique dans les bibliothèques. Alors, le premier levier, c'est la formation. Et la formation, en fait, pour vous donner une idée, on propose une 60aine de formations par an et on accueille à peu près 600 personnes par an en formation. Alors ça va de tout type, hein, mais nous avons demandé l'année dernière à Embelliscience, et avec l'intermédiaire de Bertrand Prévost qui a animé cette formation, une formation sur la médiation scientifique en bibliothèque. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que les professionnels, en fait, ont remarqué 2 choses. La première, c'est qu'ils ont une méconnaissance des acteurs du territoire, des acteurs scientifiques du territoire pour faire de la médiation. Ça va des grandes institutions aux associations d'astronomie, je pense à mes collègues de ce matin, puisque j'étais à l'atelier astronomie, à l'apiculteur du coin, des clubs de jeunes qui travaillent sur la robotique, etc. Et donc, même si Embelliscience est quand même catalyseur de créer un réseau dans les Hauts-de-France, il y a souvent une méconnaissance des acteurs. Et puis, le second élément qui est ressorti, c'est la question de la légitimité. Est-ce que moi, en tant que bibliothécaire, je suis capable, légitime, de parler de science en bibliothèque sans avoir de doctorat en astronomie, par exemple? Et ça, c'est une question qui revient sur d'autres sujets, hein, pas seulement que sur la science, enfin, sur la médiation scientifique. Mais voilà, cette question de la légitimité, elle revient régulièrement. Elle est aussi accolée à un autre mot qui serait la dédramatisation. Ce qu'on essaie de faire en accompagnant les professionnels en formation, tout du moins, c'est d'essayer de dédramatiser le fait de pouvoir parler de science en bibliothèque, au même titre qu'on peut parler de polar si on ne lit pas des polars, etc., puisque le bibliothécaire n'est pas obligé d'être un spécialiste de tout. Et sa posture professionnelle, c'est surtout de faciliter l'accès vers l'information, quelle qu'elle soit, en fait. Donc, a priori, on essaie au maximum de dédramatiser cette question et de leur dire oui, vous êtes légitime à organiser des événements sur la médiation scientifique. Donc ça, c'est le premier levier. Le second, ce sont les collections. Donc on prête, je vous disais tout à l'heure, on prête un certain nombre de collections. Alors en bibliothèque publique, les collections qui vont traiter des sciences vont surtout se retrouver dans les documentaires. Et c'est quand même une part des collections qui est plus difficile en médiation parce que le public vient quand même plus en lecture publique pour prendre de la lecture loisir, des romans, des BD, des polars, etc. Donc le documentaire est plus difficile à acquérir déjà et plus difficile à médier. Et nous avons un accès aux collections à peu près, j'ai compté, on a à peu près 28 000 documents en sciences humaines, sciences sociales, sciences techniques, expérimentales, etc. Donc nous, on met à disposition des bibliothécaires la possibilité de compléter leurs fonds pour organiser un événement de médiation scientifique, quel qu'il soit. Et ça m'amène au troisième levier qui est le soutien à la médiation et à l'action culturelle. Donc on prête, au même titre qu'Embelliscience, nous avons des outils d'animation qui doivent être autour de 260 outils, qui vont de la petite liseuse aux œuvres d'art, puisque nous avons une artothèque à la bibliothèque Robinson à Arras. Alors, tous les outils ne traitent pas de science, mais on en a quand même certains qui peuvent aborder des sujets scientifiques ou de compréhension
de la société actuelle. Et donc, ils sont à disposition des professionnels pour créer des événements. Et en fait, on a quand même beaucoup d'événements nationaux, régionaux, locaux, qui peuvent être prétextes à parler de science. On a les nuits de la lecture, on a les journées du patrimoine, le mois du film doc, la semaine du goût, les journées de l'archéologie, etc. Donc, on essaie vraiment de soutenir ces acteurs-là. Et puis aussi, on se fait le relais d'acteurs que l'on connaît sur le territoire. Et puis, on a un réseau professionnel où on va, par exemple, si la bibliothèque d'Arras fait une nuit des étoiles, et que la bibliothèque de Ouaplage souhaite faire une nuit des étoiles, on va les mettre en contact, on va voir un peu ce qui se passe sur le territoire et on a une visibilité sur ce que les collègues proposent sur le territoire. Donc ça, c'est une force quand même et où on peut être un relais. Et puis le dernier levier, c'est qu'on a la chance d'avoir des Fab Labs sur le département. Donc on a un Fab Lab qui est fixe sur le site de Vimereux, qui est assez grand, qui fait 80 mètres carrés, où on reçoit des bibliothécaires qui viennent se former à l'utilisation de ces machines. Et puis, on leur propose aussi de venir travailler des projets collectifs dans le Fab Lab qui peuvent très bien porter sur des sujets de médiation scientifique. Et puis, on prête 2 autres Fab Labs mobiles, cette fois-ci, qui sont en fait des sortes de flycases, que l'on prête, qui voyagent un petit peu partout dans le département et qui peuvent donner lieu aussi à proposer des actions. On a vu ce matin dans l'atelier astronomie qu'on pouvait faire les cratères de la Lune imprimés en imprimante 3D. Dans ces flycases, il y a des imprimantes 3D, il y a des découpeuses vinyles. Donc, c'est un moyen aussi de s'emparer de ces outils et de pouvoir proposer des actions de médiation. Et je termine, parce que je vois que le sablier, je suis presque au top, le sablier se termine. La cerise sur le gâteau de tout ça, de toutes ces actions et missions, c'est que nous les proposons gratuitement aux professionnels, bien sûr en étant en partenariat avec nous, mais c'est entièrement gratuit pour les professionnels d'avoir accès à tous ces outils. Voilà, merci. Je passe le micro à ma voisine. Merci beaucoup. On va ensuite passer à une deuxième intervenante, Nathalie Milo, qui, comme je vous l'ai dit, est membre du comité d'administration d'Embelliscience, mais qui aujourd'hui intervient en tant que directrice de la médiathèque communautaire de Beaucamp-le-Vieux, qui se situe dans la Somme. Bonjour à tous. Effectivement, moi, je travaille au sein d'un réseau de lecture publique en Somme Sud-Ouest, composé de 7 médiathèques. Et dans ces médiathèques, nous organisons tout au long de l'année différentes animations en lien avec les sciences. Je vais donc vous montrer l'accueil d'un planétarium au sein d'une bibliothèque, l'utilisation d'une maquette pour faire des sciences avec les tout petits, rotation, révolution. On s'appuie beaucoup sur les livres parce que c'est quand même notre métier et c'est voilà, c'est l'objectif. On reçoit également des chercheurs. En bas à droite, vous voyez une conférence sur la biodiversité qui a été tenue par Vincent Chagnot, qui est enseignant-chercheur à l'UPJV, qui travaille au LG2A. Vous voyez aussi des interventions de l'INRAP sur de l'archéologie. Là, c'est un partenariat qui a été tissé avec Somme Patrimoine, qui gère Samara et un centre à Rimont-sur-Ancre également. Et cette année, on accueillait 2 expositions. On avait reconstitué un camp paléolithique avec l'aide du matériel prêté par Somme Patrimoine et on a mené des ateliers pour pratiquer. Donc, on a fait de la peinture, mais comme à l'époque de la préhistoire, c'est-à-dire que nos pinceaux étaient fabriqués à partir de colle d'os, de crin. On n'a utilisé que des fibres qui pouvaient se trouver là à l'époque. On a fabriqué des parures. Voilà, ça, je pense que c'est... Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour faire ce genre de choses. Et on a vraiment été accompagnés par les gens de Samara qui ont porté un regard critique sur ce qu'on faisait pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises et que ce soit bien fiable scientifiquement. Les expositions, l'une a été prêtée par Embelliscience et l'autre a été empruntée auprès de notre bibliothèque départementale, la bibliothèque départementale de la Somme. Vous avez pu voir aussi un raconte tapis. Voilà. Pour les plus jeunes, il y avait aussi des racontés autour du tapis. Moi, je travaille sur un territoire qui est classé REP.
Et donc, je travaille avec 4 écoles et un collège. Tous les ans, il y a une thématique qui va être le fil conducteur. On avait un prix littéraire qui s'adressait aux 4 cycles. Et là, en 2023-2024, ce prix littéraire a pour thématique la culture scientifique, technique et industrielle. Donc là, on a mené des actions tout au long de l'année scolaire. On a reçu Audrey Dussutour, parce que dans le prix littéraire, il y avait un roman qui parlait du blob. Elle est donc venue proposer une conférence scientifique, la première conférence scientifique pour la plupart des 160 enfants qui étaient dans la salle. On a reçu également un éditeur, les éditions du Ricochet, qui édite des livres documentaires. Ça a concerné toute une cohorte. Ça ne semble plus fonctionner. Ah, merci Fabien. Là, je vous ai mis Alors, tout en haut, vous avez le travail qui a été fait sur les parcours super espèces qui sont coordonnés par Ombelliscience pour les parcours hors temps scolaire et par... alors, cette année, ça a changé, mais c'était subventionné par l'Adréal Hauts-de-France. Donc là, c'est hors temps scolaire et on va explorer, découvrir, étudier des milieux différents chaque année avec des enfants et leurs familles. Et en bas, vous avez des photos prises pendant le Club Science. Donc ça a été animé par différents prestataires. Et là, l'année prochaine, ce sera animé par des étudiants de l'UPJV. Et là, c'est l'utilisation d'une malle empruntée auprès d'Ombelliscience sur le son. Et c'est utilisé là, c'est la classe des tout petits. Voilà, où on découvre que le son, on peut le voir. Voilà, on fait sauter des grains de riz sur un film qui est tendu sur une casserole. Et vous avez à droite la tenue d'un atelier de cuisine moléculaire. Ça ne veut pas. Et je passe le micro. Merci beaucoup, Nathalie. On va donc passer la parole à Géraldine Baron, qui est donc directrice de la bibliothèque de l'Université du Littoral, Côte-d'Opale. Merci Fabien, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous présenter le rôle des bibliothèques universitaires en général. Je ne vais pas parler que de ma bibliothèque, même si j'ai choisi essentiellement des illustrations à domicile parce que c'est plus simple. Mais je représente mes collègues de la région qui ont bien voulu me déléguer, c'est dans l'autre sens, la représentation de notre filière professionnelle. Alors, les bibliothèques universitaires, comme leur nom l'indique, dépendent d'universités et donc sont particulièrement bien insérées dans le milieu académique et tout ce qui est effort réalisé aujourd'hui pour associer la société, le grand public à la science en train de se faire. Donc, les bibliothèques sont assez régulièrement associées au processus SAPS, donc Sciences avec et pour la société, qui fait l'objet d'une labellisation dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec à la clé des financements. Je vais évoquer très brièvement, puisque ça fait l'objet d'une table ronde l'année dernière, le mouvement de la science ouverte qui a pour objectif de diffuser sans entrave les résultats des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Et les bibliothèques sont au cœur de ce dispositif, puisqu'elles sont des facilitatrices des interfaces en fait, entre les chercheurs et la diffusion de leurs résultats de recherche. Les bibliothèques peuvent aussi avoir se voir confier des missions de conservation du patrimoine scientifique, objets, spécimens, etc. Et puis, bien entendu, au cœur de nos missions aussi, l'animation culturelle et scientifique. Alors, je vais faire ma rabat-joie de bibliothécaire, mais revenir au texte. En fait, l'objet qui nous occupe aujourd'hui est au cœur des missions des bibliothèques, telles qu'elles sont décrites dans l'article D714-29 du Code de l'éducation. Donc, à différents niveaux, je ne vais pas vous refaire toutes les missions des bibliothèques universitaires, mais il y a notamment, à l'alinéa 4, participer au développement de l'information scientifique et technique, notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques, mais pas que.
Bien entendu, il y a le volet animation culturelle et scientifique et technique de l'université. C'est vrai que bien souvent, on voit plus le volet animation culturelle que le volet animation scientifique, mais néanmoins, ça fait partie de nos activités. La formation des utilisateurs, donc essentiellement des étudiants, mais pas que, à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique, puisque notre métier principal, c'est quand même de constituer des collections scientifiques de niveau académique. Alors, il y a une ambiguïté chez nous sur le terme science, puisque science peut être le synonyme d'académique. Voilà, on a des sciences dures, des sciences moins dures, des sciences humaines. Donc, ici, on parle quand même essentiellement des sciences dures. Mais il ne faut pas oublier les sciences humaines qui sont aussi de la production scientifique et qu'il ne faut pas négliger. Alors, les bibliothèques universitaires en Hauts-de-France sont un peu moins bien implantées que les bibliothèques territoriales et les petits points de lecture. Néanmoins, on a un assez beau maillage du fait de la création notamment des universités 2000, l'université d'Artois et l'université du littoral Côte d'Opale, qui sont multipolaires et qui donc irriguent le territoire d'un certain nombre de sites universitaires. J'ai pas mis en fait, la carte initiale, c'est celle de l'A2U, donc de l'association des universités du littoral de l'Artois et de Picardie-Jules Verne, auquel j'ai rajouté l'université de Lille sans la mettre à la dimension, parce qu'en fait, l'université de Lille, c'est beaucoup de sites dans la métropole, et l'université polytechnique des Hauts-de-France, qui s'appelait auparavant l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, et qui a donc un site à Maubeuge et un site à Cambrai. Vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de sites universitaires qui chacun ont une bibliothèque ou un centre de documentation. Donc un maillage du territoire assez important également. Alors, les bibliothèques universitaires proposent des actions complémentaires aux enseignements. On ne vient bien sûr pas se substituer au rôle des enseignants et des chercheurs, mais elles constituent un lieu privilégié pour proposer des expositions, des conférences, des débats. Ce que j'ai oublié de dire et ce qui est fondamental, c'est que les bibliothèques universitaires sont ouvertes à tous et pas uniquement aux étudiants et au milieu académique. Donc, elles vous sont grandes ouvertes, que ce soit pour leurs animations, mais aussi pour leurs collections. Et donc, vous avez ici, par exemple, une conférence de 2 jeunes qui ont travaillé avec un enseignant-chercheur autour de cartes sensibles du territoire. Donc, on peut faire proposer des expositions ou des animations, on va dire, un peu hors sol, c'est-à-dire pas forcément en lien avec un enseignant, mais on peut aussi accompagner un enseignant dans un projet pédagogique et donc proposer une animation en lien direct avec des enseignements. Ce qui n'empêche pas de l'ouvrir à d'autres publics, bien entendu, puisque tous les curieux sont les bienvenus. On est aussi au service des étudiants et de la transmission. Alors, je vous ai mis un exemple ici d'une exposition réalisée dans le cadre d'un projet pédagogique d'une enseignante avec ses étudiants. Donc, c'est les étudiants qui ont réalisé une exposition sur les herbiers de A à Z. Donc, ils sont d'abord allés herboriser, ils ont réalisé leurs herbiers, qui étaient tous très, très beaux. Et à partir de là, ils ont réalisé les panneaux de l'exposition qu'on a fait tourner dans un certain nombre de bibliothèques. Donc la diffusion de la production de l'université ne se limite pas forcément à notre université, mais on peut aussi les faire circuler dans les bibliothèques territoriales, dans d'autres universités, dans les lieux que ça intéresse. Donc les bibliothèques sont des facilitatrices, assistent finalement les collègues enseignants, mais aussi les étudiants dans leurs projets d'animation scientifique. Alors les bibliothèques universitaires cherchent de plus en plus à s'ancrer dans leur territoire. Alors vous voyez Éric Fertin ici présent, qui est notre chargé de mission culture scientifique à l'Université du Littoral, et qui joue un rôle actif aussi dans le lien entre bibliothèque et enseignants, parce que c'est pas toujours évident de travailler ensemble. Quelques exemples, vous avez sur la gauche des photos des fêtes de la science que nous faisons tous les ans dans nos bibliothèques. Nous accueillons des scolaires. Les stands sont tenus par des enseignants, mais aussi par des bibliothécaires qui proposent des quiz. Et puis, vous avez au milieu un exemple de l'année dernière, une collaboration entre l'université, l'école d'art et la bibliothèque des laboratoires de l'université, l'école d'art et la bibliothèque pour une exposition de production des élèves artistes en lien avec la science.
Voilà. Et donc, l'année dernière, nous avons délocalisé la fête de la science à la médiathèque de Calais, du Petit Prince, où des stands ont été tenus à la fois par des bibliothécaires et des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Voilà, alors je vais terminer last but not least par une université qui n'est pas la mienne, mais qui est un exemple très intéressant d'interface entre les bibliothèques, la science en train de se faire, qui est Xperium à l'Iliade, à l'université de Lille, sur le site Cité Scientifique. Alors le collègue de Lille, il y a un collègue voilà, est dans la salle, donc si vous avez des questions, je le laisserai s'exprimer. Mais qui est un lieu assez exceptionnel encore aujourd'hui de valorisation de la recherche en train de se faire. Donc, c'est pas une exposition faite par des étudiants mise à disposition dans la bibliothèque, c'est vraiment un espace dédié pour valoriser la recherche des laboratoires en train de se faire. C'est à la fois un concept et un lieu. Et ce qui est très intéressant à l'université de Lille, qui est quand même une grosse structure, voilà, vous avez vu la carte du territoire, les points, je vous l'ai déjà dit, ne sont pas représentatifs de la taille des établissements, mais l'université de Lille est vraiment une très grosse structure par rapport à l'université du Littoral, par exemple, puisqu'on a à peu près 10 fois plus d'étudiants. C'est que les équipes peuvent se mixer peut-être plus facilement, puisque au sein d'Xperium, vous voyez intervenir différentes compétences et différents corps de métier. Donc des bibliothécaires, bien entendu, mais aussi des ingénieurs pédagogiques, un chargé de médiation scientifique, et puis les enseignants-chercheurs qui interviennent directement dans ce lieu qui est le lieu de la valorisation de leur recherche. Et puis c'est un lieu d'expression aussi pour les doctorants, qui peuvent présenter les recherches en train de se faire là encore. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui des doctorants, de savoir vulgariser, de savoir communiquer sur leurs recherches. Donc il y a un certain nombre de dispositifs auxquels les bibliothèques participent ou pas, hein, mais qui est, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de ma thèse en 180 secondes, qui sont des injonctions faites aux jeunes chercheurs d'être mieux en prise avec la société qu'ils ne l'étaient auparavant. Voilà, donc je terminerai sur cette ouverture vers le nord et je cède la parole à un autre lieu assez extraordinaire, mais qui n'est pas universitaire cette fois. Merci beaucoup, Géraldine. Et effectivement, du coup, on passe la parole sans plus attendre à Gérald Delfolly. Gérald Delfolly est le chef du service de la culture scientifique, technique et industrielle au Labo Cambrai, pour celles et ceux qui connaissent et celles et ceux qui vont découvrir. Merci Fabien. Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Fabien, peut-être certains connaissent le labo, d'autres non. Donc, je vais en parler en quelques mots et surtout en quelques photos. Donc, le labo, c'est un équipement culturel et touristique de la communauté d'agglomération. On a une architecture particulière parce qu'on a du bâtiment ancien avec du bâtiment contemporain. Et on a de grands et beaux espaces. Ah, c'est pas la même version. Ok. C'est la version d'avant. Donc, il y a plus de photos, mais c'est pas grave. Alors, donc ça, c'est notre hall d'entrée. Et donc, pourquoi on s'appelle le labo sans être justement une bibliothèque? On est plus que ça. On est toujours une bibliothèque. On hérite de la bibliothèque municipale classée. Mais il y a un choix qui a été fait d'intégrer la CSTI pleinement. Donc, la politique de l'établissement, c'est 4 axes. La culture scientifique, technique et industrielle, la lecture publique, le patrimoine architectural et le patrimoine écrit. Au-delà de ces 4 piliers, on va retrouver 2 services transverses, l'action culturelle et le numérique. Donc tout ça dans 3500 mètres carrés d'espace au public avec salle d'expo temporaire, salle d'expo permanente. Donc on dépend de la communauté d'agglomération, comme je l'ai dit. Notre communauté d'agglomération, c'est 55 communes, un peu plus de 80 000 habitants. Et on est ouvert du mardi au dimanche pour 37 heures semaine. On a aussi quelques services en plus au-delà de tout ça. Il y en a un qui est illustré là, en haut à droite, le bistrot. Parce qu'on peut aussi avoir des boissons dans notre lieu. C'est volontairement un lieu qui n'est pas, on n'est pas barman, mais c'est aussi un point d'information stratégique. Donc, il y a un collègue qui est là pour le renseignement et les réservations à cet endroit-là. On va forcément retrouver des espaces avec les rayonnages
de livres et des bons fauteuils. Un jardin, tout aussi sympathique, encore plus l'été, pour autant le public que pour des animations, comme là un concert. Et donc l'exemple du labo, on a entendu parler et on entend beaucoup parler de la légitimité. Légitimité à faire des sciences en étant bibliothécaire. Moi, je peux aussi parler de la légitimité de faire de la bibliothéconomie en étant scientifique, parce que justement le choix qui a été fait au labo, c'est l'intégration pleine des rayonnages sciences dans sa gestion par mon service. Et donc du coup, moi j'ai l'étiquette de scientifique, je ne suis pas bibliothécaire. Je suis arrivé, on m'a dit c'est bien, tu vas pouvoir faire ce que tu veux en sciences, mais il faut aussi s'occuper des livres. Donc de la même manière, on se forme avec les collègues bibliothécaires parce que du coup on gère ce rayonnage-là. Donc ça c'est la gestion fonctionnelle, mais on a aussi fait le choix stratégique de mettre ces rayonnages juste à côté de l'espace des sciences, parce qu'on a un espace dédié, le studio des sciences. Donc on a un grand espace avec beaucoup de matériel. C'est très sympa, mais ces rayonnages, du coup, ils commencent sur le mur extérieur du studio des sciences pour continuer sur les rayonnages noirs que vous avez vus. En plus de ça, on va intégrer l'action culturelle. Donc, du coup, on produit, on loue, peu importe, on utilise beaucoup de leviers pour toute l'année avoir une coloration scientifique dans l'action culturelle sur tous les formats presque imaginables. Et on a la particularité d'avoir notre gros événement, notre gros temps fort dans l'année, qui s'appelle le Février des Sciences. Et on est en plein dedans, du coup. Mais je suis quand même venu vous voir. Donc du coup, le Février des Sciences, c'est à l'échelle de notre communauté d'agglomération. C'est un temps fort autour des sciences, un peu comme une fête de la science, mais qui va durer plus de 2 mois. L'idée, c'est de faire plein de choses au labo, mais de le faire aussi avec les partenaires du territoire. Donc, autre médiathèque, centre socio-culturel, le musée des Beaux-Arts de Cambrai, plein d'autres acteurs culturels du territoire. Les bonnes années, on monte à 15. Non, cette année, on a 22 partenaires. On touche entre 8 et 15 communes. On n'est pas sur les 55 communes. Mais dans cette idée de justement faire des sciences sans être scientifique, sur le territoire, il n'y a que moi qui ai cette étiquette-là. Et on travaille avec une coloration très diverse de formations dans toutes ces personnes. Et on y arrive. Parce que le Février des Sciences, c'est aussi une coloration transverse. On ne fait pas des sciences pour la science. On montre tous les ponts culturels parce qu'on a cette facilité au labo que ce soit dans l'ADN de l'équipement, de faire des ponts entre sciences et patrimoine, sciences et numérique, sciences et littérature. Donc on le fait assez souvent, assez facilement, et on le fait encore plus dans le cadre de ce temps fort-là. Et comme vous le voyez, cette année, on est autour de la botanique. Donc tous les ans, on change le thème, on travaille avec les partenaires pour pouvoir faire un ensemble d'événements. On est en moyenne à 100 événements pour 10 000 visiteurs en tout à peu près. Et alors c'est bien, le labo c'est beau et on dit qu'on fait plein de choses, mais je voulais vous parler d'un exemple concret. Donc du coup, notre dernier gros projet en date qui va répondre à plein de questionnements là-dessus, c'est la table périodique participative. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui quand on l'allume. Mais le point de départ, le vrai point de départ, c'est ça. Une mini table, très bel objet de bureau. On peut la faire passer si vous voulez. Alors ça, c'était le point de départ physique, un petit objet sympa sur un bureau. Mon autre point de départ, un mois dans ma réflexion, c'était 2019, donc c'était l'ouverture du labo, mais c'était surtout les 150 ans, l'anniversaire de la création de cette table par Mendeleïev. Et du coup, il y avait l'envie de faire quelque chose. Et au-delà de faire un projet scientifique et transverse, on a voulu inclure la participation.
Alors, donc de cette table, après nous, on est parti de ces petites fioles avec les objets purs. Et ce qu'on a voulu, c'est remplir les cases. Et pas n'importe comment. Les éléments purs, bon voilà, ça se trouve. Alors ça se trouve pas dans le commerce du coin, mais ça se trouve quand même. Mais remplir les cases juste pour remplir et faire une belle table, c'était facile. On pouvait faire ça dans notre coin et se faire plaisir. Ce qu'on a voulu, c'est inclure le public et en faire toute une programmation. Donc pour un peu plus, alors c'était prévu sur une année, ça a duré un tout petit peu plus. Donc on a travaillé avec un lycée qui nous a fait la menuiserie et on a lancé le projet avec la table vide. Et une année de programmation, donc autant de la conférence, des ateliers, où au fur et à mesure, on travaillait avec le public sur les différentes thématiques, donc des ateliers sciences, pour la science, pour les expériences. Il y avait des ateliers autour de la littérature, autour de la géographie, avec les origines des éléments, autour du numérique. Donc on a exprimé ça dans notre programmation, cette transversalité avec les passerelles possibles. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'était ce remplissage. On voulait que ce soit le public qui ramène les objets du quotidien. Parce que pour parler de la table, alors peut-être que vous vous souvenez, dans les lycées, on avait l'impression de la table au fond de la classe, c'était juste des cubes de couleurs comme ça, mais c'était pas super concret. Dire que la table, chaque case, c'est tous les éléments qui composent l'univers, y compris votre corps, mais surtout tous les objets que vous avez chez vous. C'était notre point d'entrée avec le public. Et donc, on a clôturé le projet avec le remplissage l'année dernière avec l'événement Bib en folie, où on a fait toute une session où les gens venaient ramener leurs objets. On a pu remplir ces cases et compléter la table périodique telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas la photo de la semaine dernière. Alors, elle n'est pas finie, parce que ce qu'il y a aussi dans la transversalité, c'est qu'on a travaillé sur toute la programmation et donc avec la ressource livre, entre guillemets. Donc on a fait toute une sélection d'ouvrages liés à la table périodique, aux éléments et tout ça, et on va en faire une malle de livres parce que on a chez nous différents outils qui sont empruntables par les enseignants, par les professionnels du territoire, dont des malles de livres. Donc du coup, on poussait le lien avec la littérature en faisant le lien avec cet outil. Je crois que j'ai fini. Presque à temps. Merci Gérald pour la tenue du timing. On va tout de suite passer au dernier intervenant de la table ronde, Laurent Dess. Laurent Dess travaille à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aujourd'hui intervient en qualité de responsable de la commission nouvellement créée Culture scientifique, esprit critique et société de l'Association des bibliothécaires de France, qui est une des associations les plus, en quantité en tout cas, importantes sur le territoire national. Oui, bonjour à toutes et tous. L'ABF, c'est l'équivalent de la MCSTI pour vous, en gros, quoi. Juste avant de commencer, moi, je voulais savoir dans la salle qui travaille dans des bibliothèques. Ok, donc c'est majoritairement des bibliothécaires. Moi, j'avais rien préparé de particulier parce que je passais en dernier, mais j'ai pris quelques notes en fonction de ce qu'ont dit mes camarades. Déjà, je voulais revenir sur l'utilité d'une bibliothèque pour faire de la culture scientifique. Rappelez que dans le plan stratégique national de la culture scientifique, les bibliothèques, elles sont bien citées. Elles sont citées comme un lieu qui est en jonction entre deux formes de culture. Alors, je ne savais pas qu'il y avait deux formes de culture, mais visiblement, il y a la culture artistique et la culture scientifique. Et les bibliothèques sont ce lieu qui font la jonction entre ces deux formes de culture. Et surtout, c'est des lieux du quotidien qui irriguent l'ensemble du territoire. Ça, c'est super important parce que cette notion de lieu du quotidien, il y a une notion de confiance aussi quand on va dans sa bibliothèque. Et dans un monde où il y a quand même quelques controverses scientifiques, le fait que les bibliothèques s'emparent de cette notion de culture scientifique, c'est aussi un lieu de confiance proche de nos concitoyens qui ne vont pas forcément, malheureusement, devoir dans les centres de culture scientifique. Donc, ça peut être une première approche de la culture scientifique. Néanmoins, il y a cette question de légitimité que vous avez déjà pas mal traitée. Moi, je pense que cette notion de légitimité, elle vient d'une vision de la culture scientifique encore très top-down, un peu à l'ancienne, où il faut énormément de connaissances pour partager la connaissance et avancer avec nos publics, et aussi de cette vision science dure, science molle, avec, il faut le dire, quand même une profession
qui à un moment dans sa carrière a un petit problème avec la science qui arrive et qui crée un petit trauma quand même. Enfin, il y a besoin d'un déclic dans le monde de la bibliothèque sur la culture scientifique parce que vraiment il n'y a pas de notion qui fait qu'on ne peut pas y arriver. Donc, il faut retravailler cette vision de la culture scientifique dans la bibliothèque et essayer de faire en sorte de casser ces visions peut-être un petit peu anciennes de sciences dures, sciences molles, et il faut absolument avoir la connaissance parfaite pour pouvoir aller vers cette culture scientifique. Néanmoins, quand on regarde les rapports sur les quelques décennies qui arrivent, c'est très négatif. Donc, cette profession, elle a du mal à aller vers la culture scientifique si à chaque fois qu'on fait un rapport, on lui dit bah, en fait, vous faites mal. Peut-être qu'il y a une nécessité de revenir sur quelque chose de positif. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a quand même plein de choses qui sont très intéressantes qui se font. Et en revalorisant ce qui est bien fait et en essayant de faire en sorte de créer une dynamique un peu plus positive, je pense qu'on doit pouvoir continuer à travailler ce rôle des bibliothèques dans la culture scientifique. Une autre chose qui était assez importante, c'est cette question de diversité. Les bibliothèques, il y en a 15 500 en France. Entre la bibliothèque structurante et le petit point lecture, on n'est pas du tout sur les mêmes capacités à s'emparer de cette culture scientifique. Alors après, il y a des éléments phares comme le labo de Cambrai qui est capable de créer une dynamique territoriale. C'est pas le cas partout. Néanmoins, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place avec de plus en plus dans les projets scientifiques l'intégration de la culture scientifique et la possibilité d'avoir un référent culture scientifique qui vient du monde de la CSTI. Mais là, il y a un gros enjeu, je pense, de connaissance aussi entre deux mondes, celui des bibliothèques et celui de la CSTI, et que les centres de culture scientifique et les acteurs de la culture scientifique puissent aussi accompagner les bibliothèques, et pas que sur de la médiation. Accompagner les bibliothèques sur de la culture scientifique, c'est pas envoyer un médiateur une fois dans l'année et puis il a fait sa médiation et basta, on passe à autre chose. On parlait de la politique documentaire. La politique documentaire, il y a des lois qui régissent un petit peu les bibliothèques. Il y a la loi Robert qui dit que les bibliothèques, elles doivent faire preuve de pluralisme. Le pluralisme en science, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, comment on fait pour traiter, dans cette notion de pluralisme, dans une bibliothèque, le changement climatique et mettre des ouvrages de climato-scepticisme? Comment on fait pour traiter de santé et avoir des ouvrages d'homéopathie? Et comment on arrive à accompagner les bibliothécaires pour faire en sorte que dans leur politique documentaire ou dans leur signalétique ou dans leur accompagnement, parce que leur rôle c'est aussi d'accompagner les publics vers ces ressources documentaires, elles puissent être à même, elles ou ils, c'est majoritairement des femmes, à même d'accompagner les publics sur ces questions-là. Et il y a cette notion de la zone grise, en fait. C'est pas les livres de sciences qui posent problème. Le problème, c'est tout le discours autour des sciences où vont se nicher les détails et où là, on va avoir une problématique et une nécessité d'accompagner les bibliothécaires. Ça, c'est important parce que généralement, les CSTI, ils vont pas trop là-dessus, alors que vraiment accompagner les bibliothécaires là-dessus, on peut avoir quelque chose de pérenne sur un territoire et faire en sorte qu'on ait de la culture scientifique qui diffuse assez facilement sur un territoire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai un peu vite. Mes connaissances de... Ouais, alors il y avait cette notion aussi de comment ces deux univers peuvent se parler. Et donc là, c'est là où j'en viens à cette commission culture scientifique, esprit critique et société. Alors, on a voulu absolument prendre l'axe esprit critique parce que il nous semble que c'est un bon axe pour ramener aussi les bibliothèques vers la culture scientifique parce que c'est plus large. Néanmoins, l'esprit critique, quand il s'agit de distinguer le fait d'une croyance. Bon, moi, je viens du monde de la culture scientifique à la base. Je crois quand même que la méthode scientifique est une bonne méthode pour faire la distinction entre fait et croyance. Mais étant donné que c'est plus large, on va pouvoir aller chercher de la philosophie, aller chercher des sciences humaines et sociales, aller chercher d'autres formes de sciences selon les bibliothécaires qui vont permettre d'approcher cette culture scientifique. Donc, on a mis vraiment cette notion d'esprit critique au cœur de cette commission. Et nous, l'enjeu, en fait, ça va être de pouvoir à la fois porter ce discours de légitimité et d'essayer d'avoir un discours positif pour voir comment, à notre échelle, on arrive à insuffler une dynamique dans ce monde des bibliothèques. L'autre, ça va être d'avoir un espace où on peut partager des ressources. Il y a plein de choses qui sont faites, qui sont gratuites, qui sont en libre accès. D'avoir un espace où on peut les partager, où on peut aussi s'acculturer aux sciences. Des petits webinaires où des scientifiques peuvent venir expliquer à des bibliothécaires un petit peu les enjeux de leur recherche actuelle. Ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être 20-30 minutes sur le temps du déjeuner. Ça ne prend pas beaucoup de temps aux scientifiques, ça ne prend pas beaucoup de temps aux bibliothécaires et ça ouvre des perspectives.
à travers ça aussi rappeler aux bibliothécaires qu'elles sont tout à fait, et ils sont tout à fait légitimes, à contacter ce monde de la culture, de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand on fait des accompagnements de bibliothèques, mais on connaît pas trop la structure territoriale, il y a quelqu'un qui l'a dit, et surtout, on n'ose pas. Aujourd'hui, en fait, un universitaire, c'est son travail aussi de travailler à cette médiation scientifique et d'aller vers les publics. Donc, rappelez un petit peu ça. Et puis, le dernier rôle qu'on veut jouer, c'est ce rôle d'interface, de dialogue entre différentes zones. Alors moi, tu le disais tout à l'heure, je viens d'une bibliothèque dans un centre de sciences. Donc, en fait, je vois cette difficulté à se comprendre parce qu'on n'est pas du même métier à la base. Pourtant, les enjeux sont exactement les mêmes. Je pense qu'on a tous à cœur aussi un partage de la culture en général. Donc, réussir à faire de cette commission une interface qui permette de dialoguer ensemble et d'essayer de voir comment on peut avancer au mieux, de décloisonner. Et puis, si on apprend à se connaître, on devrait y arriver tous ensemble. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais je pense qu'on a du temps, du coup, pour les questions de la salle. Merci, Laurent. Alors, comme il est de coutume, de toute façon, on a parlé de table ronde débat. La parole peut circuler. On a un micro qui peut circuler dans l'Assemblée. Si vous n'avez pas, et c'est souvent le cas, de première question pour lancer les échanges, je suis prêt. Alors moi, allons-y. Nathalie, tu as parlé longuement en fait de la façon dont tu te saisis de la question scientifique dans un réseau de lecture publique à dominante fortement rurale. Tout à l'heure, tu donnais les chiffres et c'est quand même assez, c'est très rural en termes de densité urbaine. J'aurais voulu savoir, au sein de ce réseau de lecture publique, est-ce que les collègues bibliothécaires, et ça rejoint en fait un certain nombre d'échanges, les collègues bibliothécaires, est-ce qu'il y a une acculturation à la question scientifique par les actions que tu mènes, ou est-ce qu'il y a une forme de rejet de la question et le fait de te dire tu maîtrises, fais toute seule? Alors non, il n'y a pas de forme de rejet. Il y a le fait que moi, je suis le contact, l'interface qui travaille avec Ombellisciences, avec les universités. Et après, quand j'apprends à utiliser un outil, quand je fais le tour d'une thématique, après, je peux transmettre à mes collègues sur le réseau. Et donc, ça les met en confiance d'avoir déjà des outils qui sont prêts, d'avoir quelqu'un qui peut les aider rapidement sur un coup de téléphone. J'ai déjà utilisé les expos en général. Voilà, je viens en aide et je pense que ça leur facilite la prise en main. J'ai une collègue qui dit oui de la tête dans la salle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, j'ai une petite question. Est-ce que les utilisateurs et les utilisatrices des bibliothèques, finalement, s'attendent à trouver des sciences dans les bibliothèques, sont surpris, après sont demandeurs? Voilà. Je ne dirais pas. Alors, ça fait tellement longtemps que je pense qu'ils sont habitués. C'est quelque chose, tous les ans, il y a la fête de la science. Il y a une habitude qui s'est créée. Donc, pour eux, c'est pas une surprise. Ils savent que chaque année, il y aura un événement. Alors, on ne traite pas de la même thématique sur toutes les médiathèques. Parfois, on s'est arrangé pour faire une espèce de parcours en mettant des éléments à un endroit, puis des éléments dans un autre lieu. Mais j'ai déjà eu des réflexions en disant « Ah, il y a quand même beaucoup de livres de sciences chez vous. » Mais non, en général, c'est bien accueilli. Je voulais juste rajouter un petit mot, le temps que le micro passe. C'est que, bon, bien sûr, dans la bibliothèque universitaire, surtout dans une université de sciences, personne ne s'étonne qu'il y ait des sciences dans la bibliothèque. Mais le fait que la bibliothèque soit ouverte sur le territoire permet à des personnes en recherche de documentation scientifique de trouver leur bonheur. Et pas pour dire qu'il y a insuffisamment de choses dans les bibliothèques territoriales, mais on n'est pas sur le même niveau de collection, bien entendu. Et donc, il faut pouvoir nourrir aussi les scientifiques amateurs ou les scientifiques professionnels qui ont besoin de documentation. Et finalement, les bibliothèques de sciences, on va dire, sont moins nombreuses que les bibliothèques plus littéraires. Ou, voilà. On s'attend pas forcément à trouver de la science en bibliothèque, mais les personnes qui sont en recherche de science peuvent peiner à en trouver. Et donc, les bibliothèques universitaires sont heureusement là pour eux.
Si je peux rajouter quelque chose, il y a des thématiques qui sont très porteuses. L'astronomie, c'est très porteur. Il y a beaucoup de gens qui franchiront la porte, qui viendront parce qu'on traite d'astronomie. La santé, voilà, il y a des choses qui parlent plus que d'autres. Bonjour, Marc Lalvé, responsable appui à la formation à la Bulco de l'Université Littorale Côte d'Opale. Je voulais rebondir sur la question de la légitimité des bibliothécaires à faire de la médiation scientifique ou de la valorisation scientifique. Et ça m'évoque une journée qui avait eu lieu à la Cité des Sciences, une journée sur, je crois que c'était une fenêtre ouverte sur les sciences, voilà, où le public était principalement des bibliothécaires de lecture publique. On était très très peu de bibliothèques universitaires. Et le matin, il me semble que dans le débat, il y avait eu cet aspect que dans le recrutement des bibliothécaires eux-mêmes, dans leur origine, beaucoup étaient de formation littéraire ou sciences humaines et sociales et qui ne se sentaient pas forcément légitimes pour faire de la médiation. Et donc, en fait, encore ce midi, dans un échange, il m'est apparu que le terme culture scientifique portait beaucoup vers la culture, on disait tout à l'heure, par opposition aux sciences molles, sciences dures, enfin maths, physique, astronomie, etc., biologie. Et finalement, on a peut-être un peu de mal à incorporer les sciences humaines et sociales dans la culture scientifique. Et donc, peut-être, je pense que vous étiez à cette journée, forcément. Oui, je l'ai organisée. Voilà. Je la connais bien, cette journée, voilà. avec la BPI. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là que finalement, le terme culture scientifique a tendance à beaucoup porter vers, à exclure les sciences humaines et sociales? Alors, je pense que c'est pas le cas dans le monde de la culture scientifique, parce que ce travail, il a été fait depuis quelques années maintenant. Mais effectivement, dans les bibliothèques, c'est encore très présent. Donc, il y a un travail justement de déconstruction de représentation à faire, mais qui aujourd'hui, il faut le dire, moi, ça fait quand la commission, on l'a créée là il y a 2 semaines. On a passé quelques temps avant à discuter avec pas mal de bibliothécaires et c'est ce qui est ressorti principalement. Et on s'est dit, c'est sûrement une des premières choses à faire dans cette commission, c'est de casser cette représentation de la profession sur cette question sciences dures, sciences molles. Après, ça vient pas de nulle part. Je pense qu'on fait un sondage dans la société française, c'est encore très présent. On aime bien cloisonner les disciplines en France, donc ça vient de là. Après, sur ce terme de culture scientifique et de médiation, je pense qu'il faut aussi rappeler ce qu'est la médiation. Et c'est un dialogue. Et si on revient sur cette notion de dialogue, la bibliothèque est un espace de dialogue à part entière, et c'est même, je pense, le premier espace de dialogue culturel en France, parce qu'il y en a partout. Et si on revient sur cette notion de dialogue, et comment on arrive à mettre en place un dialogue entre la science et la société, et c'est grosso modo le modèle qui est pris dans les universités aujourd'hui avec le Science avec et pour la société, là, les bibliothèques, elles peuvent pleinement se retrouver, et il faut juste jouer sur ce déclic. Nous, à la bibliothèque de la Cité des Sciences, là, je change de casquette, on fait de l'accompagnement de réseaux de bibliothèques sur la culture scientifique. Et généralement, ce qui manque, c'est juste le déclic à dire « Non, mais en fait, là, ce que vous faites, c'est bien, vous continuez, allez-y ». Et à partir de ce moment-là, l'engrenage, il se prend et ça fonctionne. Donc, il y a vraiment une ambiance à changer dans le monde de la bibliothèque, mais je pense vraiment que là, le monde de la culture scientifique doit aussi s'en emparer et aider les bibliothèques à avancer là-dessus. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, bonjour, Amanda Dacoreggio, je suis chargée de mission observation et évaluation chez Ombellicence. Donc déjà, merci pour cette présentation très riche. Ça fait écho à plusieurs choses qu'on avait pu observer en 2019 et on avait mené une enquête sur les acteurs de proximité qui font de la culture scientifique sans forcément se revendiquer de ce domaine-là, et les bibliothèques avaient été majoritairement répondantes, et c'est pas une surprise. Tout à l'heure, on a évoqué justement que c'est des acteurs de proximité qui sont aussi porteurs de cette culture. Alors, un des types de bibliothèques qui n'était pas présent dans cette enquête, c'était les bibliothèques universitaires. Et du coup, c'est plus à ce niveau-là que je m'interroge, parce qu'elles sont certes ouvertes à toutes et à tous, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment le cas? Au-delà de la fête de la science, qui est un très bon exemple et une très bonne porte d'entrée, est-ce qu'au quotidien, au quotidien, est-ce que c'est une mission de la BU d'attirer tous les publics et comment? Alors, ça l'est. Comment alors ça reste une bibliothèque. Notre mission principale est d'abord de fournir de la documentation. Donc c'est sûr que il faut déjà avoir un petit attrait pour les collections documentaires de niveau universitaire pour
ce qu'on nomme de manière un peu rapide le grand public. Après, il n'y a effectivement pas que la fête de la science et on va certainement s'écarter des sciences dures pour se rapprocher des sciences humaines. On a la même programmation que les bibliothèques territoriales dans les grands événements nationaux que sont le Printemps des poètes, des différents événements autour de la littérature, autour de l'histoire, autour des sciences de la société, etc., etc. Donc, en tout cas, côté bibliothèque, je pense qu'on a une envie un peu chevillée au corps du fait de notre formation assez commune de s'ouvrir sur l'extérieur. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est d'ouvrir les universités sur l'extérieur, même si elles sont en plein travail aussi, notamment par le biais de l'interdisciplinarité. Hein. Les sciences dures se décloisonnent et les sciences humaines se décloisonnent en essayant de travailler ensemble, donc font peut-être plus écho aux questions de société et aux préoccupations du grand public que ce n'était le cas il y a quelques années ou quelques décennies. Mais ça reste aussi du fait d'autres contraintes que sont les plans Vigipirate et ce genre de choses, des campus qui ont tendance à se refermer un peu sur eux-mêmes pour des raisons, enfin en termes d'accessibilité hein, des bâtiments, du fait de politiques de sécurité qui font qu'on est moins ouvert qu'on ne le souhaiterait. Et là encore, dans les universités, les bibliothèques font souvent figure d'exception puisqu'on reste ouvert. Alors, éventuellement avec un contrôle à l'entrée, mais pas toujours. Enfin, en tout cas, on se bat pour avoir le moins de contrôle possible à l'entrée. Font quand même figure d'exception face à des bâtiments plus académiques où les entrées sont de plus en plus sécurisées et fermées. Alors plein, mais je ne voudrais pas que parler de ma paroisse. Si mon collègue lillois veut s'exprimer, c'est vrai qu'on collabore très souvent plutôt sur des événements nationaux puisque ça fait écho. Hein. Donc le mois du film documentaire, on en a parlé, la fête de la science. J'ai parlé du Printemps des poètes, mais il y a tout ce qui est le calendrier événementiel, culturel de l'année. Comme on a le même calendrier, on peut tout à fait travailler ensemble et on le fait très souvent. Alors, il faut que nos programmations coïncident, donc ça nécessite une volonté de part et d'autre, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et par exemple, je prends l'exemple de l'Université du Littoral, ça se fait sur certaines communes, un peu moins sur d'autres, parce qu'il faut qu'il y ait cette volonté partagée de travailler ensemble. Et cette prise de conscience aussi qu'on a apporté au même public. C'est-à-dire, il n'y a pas la bibliothèque municipale qui a son public, la bibliothèque universitaire qui a son public. On apporte quelque chose, on apporte des choses. Alors, je vois des collègues qui opinent. Dans les faits, bien sûr, nos publics ne se mélangent pas au quotidien. Mais il n'empêche que quand on fait le mois du film documentaire sur une thématique, on ne va pas forcément proposer le même film, mais ils vont être complémentaires sur une thématique. Donc après, libre au public qui le souhaite de franchir la porte de la bibliothèque universitaire, même si ce n'est pas toujours évident. Et c'est plus facile quand la bibliothèque universitaire est en centre-ville que quand elle est sur un campus excentré. Voilà, il y a aussi des contraintes de politique de sécurisation des sites, d'espace et de géographie. Je me permets juste pour compléter. Là, on parle de la géographie, des gens qui viennent ou viennent pas à la bibliothèque universitaire, mais il ne faut pas oublier la composante où on fait venir les universitaires dans les bibliothèques territoriales. Parce que je ne vais pas dire que c'est facile, mais quand on sollicite les universitaires, on a souvent des bons retours vis-à-vis de ça. Et donc, je pense aussi que l'universitaire, au sens large, bibliothécaire ou chercheur, il n'est pas que dans le lieu de la bibliothèque universitaire, il est aussi ailleurs sur le territoire en fonction des équipements qui peuvent les solliciter. Et du coup, élargir ce lien, ou ouvrir le lien entre le chercheur et le grand public. Donc peut-être que l'enjeu, c'est pas juste de faire venir les gens, mais c'est peut-être aussi de encore améliorer tout ce qu'on peut faire sur l'ouverture pour déplacer l'universitaire vers le grand public. Parce que le grand public, si on fait une conférence à la bibliothèque universitaire ou dans une bibliothèque territoriale, c'est pas aussi le même retour. Donc c'est complémentaire, je pense. Et moi aussi, je voulais te répondre, du coup, Amanda. Donc, je suis Antoine Matrion, bibliothèque de l'Université de Lille.
Je remercie d'ailleurs Géraldine Baron d'avoir parlé d'Xperium comme un exemple de médiation scientifique, parce que justement, nous, c'est ce genre d'équipement qui nous permet de faire venir un public bien plus large que notre public étudiant, parce qu'on a 65 à 70% des visiteurs ne sont pas des étudiants, mais des lycéens et des collégiens. Et plus généralement, en fait, tout ce qu'on va faire en matière de médiation scientifique, c'est exactement ce qui va nous permettre d'élargir notre public. On a aussi d'autres types d'événements, des conférences, des expositions. Et là, on se rend compte que c'est parce qu'on donne cette occasion-là au public de venir, enfin au public qui n'est pas étudiant, de venir en bibliothèque universitaire, qu'il va venir. Et nous, ça nous permet aussi d'acculturer ces visiteurs-là à ce qu'est la bibliothèque universitaire, par ailleurs. C'est-à-dire que nous, quand on a un groupe scolaire qui vient à Xperium, on leur fait une visite aussi de l'Iliade en même temps. Et ces lycéens qui sont nos futurs étudiants, finalement, comme ça, à travers ça, ils ont un premier contact avec la dimension documentaire. Et j'avais une autre remarque qui n'a un peu rien à voir. Je voulais revenir sur le terme d'esprit critique, parce qu'on parlait de possibilité de collaboration entre BU et lecture publique. Nous, au niveau de la BU de Lille, on commence à travailler sur la question de l'esprit critique. Avec nos conceptions, on va dire, universitaires, nos qualités universitaires, qui ont bien été décrites par Géraldine Baron, on considère que c'est peut-être un point de rencontre aussi possible entre lecture publique et bibliothèque universitaire. Et c'est un appel aussi à nos collègues de lecture publique sur cet axe-là, sur lequel nous, on va commencer à travailler. On pense qu'on a des choses à construire avec les collègues de la lecture publique qui sont aujourd'hui aussi autour beaucoup de l'éducation aux médias, par exemple, beaucoup d'ateliers dans la lecture publique qui travaillent là-dessus. Nous, on veut plus travailler sur les questions de méthode scientifique, vraiment, mais il y a sans doute des points de rencontre autour de l'information scientifique à créer. Et juste avant de passer à la question suivante, je me permets moi de faire un petit ajout du point de vue des réseaux de bibliothèques, puisque à ce qui vient d'être dit, je souscris, je suis complètement d'accord. Il y a peut-être des portes ouvertes du côté de l'intégration de certaines antennes de BU au sein de réseaux de bibliothèques de lecture publique, de façon à rendre visible un catalogue de documents, empruntable ou pas, ça reste à discrétion de chaque établissement partenaire. Mais je sais que travaillant sur un territoire lié à la Bulco, on a déjà eu ces échanges avec ton prédécesseur sur la possibilité, pourquoi pas, d'intégrer une partie de l'antenne audomaroise de la Bulco au réseau de lecture publique afin de gagner en visibilité, d'inviter nos publics habitués. En général, en réseau de bibliothèque, on a un public assez, enfin en tout cas nous, on a un public assez important. On est à 15 000 usagers actifs, donc sur le territoire, c'est quand même assez dense. Et l'objectif était de se dire, pourquoi pas essayer justement de les amener à pousser la porte de l'antenne universitaire, parce que sur notre catalogue, où il y a énormément de flux donc de gens qui circulent dessus, ça donne de la visibilité à des collections, ça permet également de positionner un certain nombre d'actions culturelles de l'université sur l'agenda, également sur le portail du réseau des bibliothèques, donc avec une vraie visibilité. Et alors c'est un tout petit retour d'expérience, mais pour l'instant ça fonctionne plutôt bien avec le dernier établissement qu'on a intégré au réseau des bibliothèques, qui est une agence d'urbanisme. Donc c'est-à-dire un centre documentaire ultra spécialisé. Et en fait, ils sont ravis de l'expérience, nous aussi, puisque ça apporte un fonds documentaire très spécialisé au réseau. Ça leur donne de la visibilité et en fait, nous, on fait notre travail de mise en relation des acteurs de tout ça. C'était juste pour apporter un petit complément avant la question suivante. Oui, Claude Gribaud, donc Association Repère Astronomie. Alors nous, on se balade souvent avec notre planétarium. Et dans les collèges et les lycées, on a pris l'habitude maintenant, alors c'est souvent le prof de physique qui nous appelle, et à chaque fois maintenant, on demande quel est le lien possible avec le CDI du collège, voire avec la médiathèque du coin. Et je peux vous dire, en témoignage, que ça rapporte beaucoup. Ne serait-ce que parce que s'il y a un lien entre nous, on arrive sous le planétarium à donner quelques pistes, un galfard, quel courant, etc. D'accord ? Et les gamins savent après retrouver au CDI ou à la médiathèque, et ça fait un lien, à mon avis, très précieux. Et ça change d'ailleurs l'image du projet.
Oui, je voulais juste rajouter un petit complément parce qu'on parlait des BU ouvertes au grand public, mais en fait, on parle assez peu des étudiants qui viennent en bibliothèque publique aussi, moins pour une question de documentation, davantage de services, parce que les bibliothèques publiques sont généralement ouvertes le samedi, c'est moins le cas en BU, ça dépend les BU, mais en fait, je pense que plus l'offre territoriale est diversifiée, que ce soit BU, bibliothèque de centres de recherche, d'écoles d'art, de bibliothèques publiques, etc., et insertion dans, tu parlais dans les catalogues de réseau de lecture publique, plus l'offre est diversifiée, plus elle est visible et plus les publics, qu'ils soient universitaires ou grand public, peu importe, vont s'emparer de tout ça parce que on le voit en fait, la perméabilité entre les BU et les BI publics. Sur un même territoire, on se connaît, on fait des choses ensemble, etc. Et beaucoup d'étudiants viennent aussi, cherchent à venir en BI public, soit pour travailler, soit pour avoir accès à des documents. On parlait de bibliothèque municipale classée à Saint-Omer ou au labo, pour avoir accès à des documents de conservation, pour ceux qui font de la recherche historique, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a une perméabilité et après, c'est peut-être un manque de visibilité, mais en tout cas, les étudiants se brident moins, finalement, je ne sais pas si c'est nous ou quoi, mais se brident moins à passer d'un équipement à l'autre, en fait. Donc, c'est ça aussi qui me semble important de rappeler. Merci beaucoup en premier lieu pour cette intervention. Marjo-Alexandra Bellini, chef de service à la médiathèque départementale. Durant ma carrière, j'ai eu la chance de travailler sur le plateau de Saclay, qui est aussi un haut lieu scientifique. Et l'un des enjeux en médiathèque publique, pour le coup, parce qu'à l'époque, j'étais en médiathèque publique, c'était d'avoir un renouvellement du public. C'était vraiment un enjeu sur ces questions scientifiques, parce qu'on avait effectivement un noyau dur, comme l'évoquait Fabien, de personnes qui venaient à tout ce qu'on proposait en termes scientifiques, que ce soit sciences dures, sciences molles, j'ai entendu plusieurs fois ces différenciations, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une vraie réflexion. Vous parliez de quartier prioritaire de la ville tout à l'heure, d'avoir une vraie réflexion sur l'élargissement du public, comment toucher d'autres publics sur cette thématique-là et quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre dans ce but. C'est une question difficile, hein, j'en suis désolée. Pour qui était la question précisément ? Alors, pour mon réseau de bibliothèques, toucher les publics, c'est passer aussi par l'intégration d'une formation proposée par Ombelliscience, Sciences pour toutes et tous, où on a travaillé les questions d'inclusion. Je suis allée à la rencontre parce que nous avons été dans cette formation formée. Voilà, vous avez un document qui est le rapport émanant des travaux qui ont été menés. Je suis allée rencontrer des publics d'un centre social pour y mener une enquête flash qu'on appelle un focus group. Et je suis allée les voir pour savoir s'ils fréquentaient des lieux de CSTI, s'ils n'y allaient pas, pour quelles raisons ils n'y allaient pas, qu'est-ce que voulait dire science pour eux, quels étaient les sujets qui pouvaient potentiellement les intéresser. Ça tournait principalement quand même autour de la santé, de l'alimentation et des choses qui faisaient partie du patrimoine local. Et en réponse, je suis allée chercher une chercheuse qui a bien voulu venir lors d'un événement au centre social parler de conservation, donc des micro-organismes. Voilà. Et on a travaillé avec elle pour qu'elle connaisse bien le public auquel elle allait s'adresser. Et c'était top parce qu'elle a participé aux ateliers qui n'étaient pas à visée scientifique. Donc, elle a vraiment passé sa journée dans ce lieu à échanger avec les publics et pas de la même posture tout le temps selon les temps. Elle a été apprenante sur d'autres temps, sur des ateliers. Ok, du coup la question effectivement de renouveler les publics ou les fidéliser, il y a beaucoup de choses à dire. Après, si je parle pour l'exemple du labo, on pourrait se dire on a un beau lieu, on a les moyens, on a des outils, c'est vrai, mais on a quand même cette problématique-là. Parce que on a toujours des habitués qui reviennent, mais on a toujours cette problématique de renouvellement.
deux solutions qu'on a pu essayer de faire là-dessus. Dans le cas du février des sciences, on a un constat, c'est que le labo a beau être de la communauté d'agglomération, 55 communes, il y a des gens qui ne se déplacent pas. Donc quand on a amené des actions dans leur commune, par contre, ils sont venus. Donc du coup, je pense que toucher les publics, il faut faire venir et aller vers. Ça, c'est indéniable. Un autre exemple, au-delà du février des sciences, le planétarium. On a parlé tout à l'heure de l'astronomie, très porteur. Le Forum des sciences ou l'association Repère pourrait en parler. Ça marche toujours bien avec le public, mais il faut quand même se battre un peu pour renouveler. Nous, on a un planétarium itinérant et on le voit, à chaque fois qu'on le ressort, on est obligé de faire, enfin, on s'oblige à faire de nouvelles séances, de nouvelles créations pour justement pas tomber dans « Ah oui, c'est le planétarium, j'ai déjà fait, pas besoin d'y aller ». Et que du coup, on aurait plus de mal aussi à justifier à notre élu qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour quelque chose que les gens sont venus qu'une fois. Donc cette problématique, elle est permanente, je pense. Et ça nous oblige un petit peu à nous renouveler tout le temps. Mais dans cette idée de soit aller vers, soit faire venir et tout ça, il y a des problématiques qui peuvent vraiment varier selon les territoires. Si on prend le territoire de Saint-Omer ou le territoire de Cambrai en termes de com d'agglo, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes choses et tout. Il y a des constantes et il y a des variations. Et donc, je pense que, je ne dis pas qu'il faut faire un diagnostic de territoire à chaque fois, mais il faut bien prendre en compte toutes ces problématiques-là pour essayer de mieux aborder ça. Mais on sera toujours dans une bataille, même pour le lecteur public, hein, de réussir à capter les publics et à les fidéliser. Donc je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Je pense qu'il y a beaucoup d'essais à faire et des adaptations selon les territoires. Mais l'idée de la nouveauté, déjà, proposer des choses et se renouveler, c'est déjà une piste intéressante en soi qu'on peut exploiter autant qu'on peut avec les moyens qu'on a. Moi, je voudrais juste compléter aussi sur l'aspect nouveau public à la culture scientifique. Il y a déjà aussi tout un public dans les bibliothèques qu'on peut ramener vers la culture scientifique. Si on colorise la programmation culturelle et qu'on fait une heure du conte qui ramène sur des questions scientifiques derrière et qu'on ne cherche pas absolument à aller sur de la médiation expérimentale, de la culture scientifique peut-être un petit peu plus forte, mais vraiment juste venir coloriser pour ramener, on peut aller chercher aussi plein de publics et les ramener vers la culture scientifique et après être un point d'accès finalement pour qu'ils aient envie derrière de venir dans le centre de culture scientifique ou dans l'événement qu'a organisé l'association du coin et ainsi de suite. Donc il y a ce rôle-là aussi à se dire, il y a une voie peut-être spécifique aux bibliothèques dans la culture scientifique à ne pas chercher absolument à calquer ce qui est fait ailleurs, mais à prendre toutes les forces qui existent dans une bibliothèque et de les calquer pour les enjeux de culture scientifique. Tout à l'heure, j'ai montré des photos de l'INRAP qui était venu faire des interventions. Ça, c'était après que des fouilles aient été menées sur le territoire de notre communauté de communes. Donc, il y a eu d'autres actions de mise en place. Il y a eu des visites du chantier de fouilles. Voilà, c'était à ce moment-là opportun parce que ça parlait aux gens qui avaient vu, en se rendant au travail ou en allant faire leurs courses, ils avaient vu le chantier de fouilles. Voilà, c'était aussi une réponse, c'était calqué aux réalités du territoire à ce moment-là. Il y a encore une question, juste une dernière chose, parce que ça parle de patrimoine, donc forcément je ne peux pas m'empêcher d'y mettre mon grain de sel. Il y a aussi de toute façon les collègues le disent depuis tout à l'heure, hein, le fait d'aller chercher dans toutes les thématiques, il y a des publics plus ou moins cibles, captifs, des gens qui sont très très preneurs. Le fait de mélanger un certain nombre de thématiques en prenant un public déjà acquis pour l'amener vers les sciences, ça peut se faire aussi dans le domaine du patrimoine. Ça me rappelle une action qu'on avait menée avec Gérald, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bossé avec Gérald pendant 6 ans au labo. Moi sur le volet plutôt patrimonial et lui sur le volet scientifique. Et un certain nombre d'actions qu'on avait montées, des ateliers clés en main, qui alliaient à la fois la dimension patrimoniale pour aller chercher du public plutôt preneur de la dimension conservation et du public plutôt preneur de l'aspect scientifique. Un exemple très simple qu'on avait pris avec un nom volontairement choquant pour faire bondir un peu les gens, c'était Dissecte ton pâte. Et on invitait les gens à disséquer des livres anciens.
Donc à la manière, alors soit on prend l'archéologie, soit on prend l'univers médical, mais en gros à disséquer un livre ancien et du coup à comprendre les éléments constitutifs d'un livre ancien et en quoi les sciences et techniques d'ailleurs pour le coup sont déterminantes dans l'approche du patrimoine. Ça nous permettait d'avoir à la fois des gens plutôt venus à l'atelier par le biais scientifique et des gens plutôt venus à l'atelier par le biais patrimonial. C'est tout. L'exemple est intéressant parce que... Non, mais juste je vais rebondir par rapport au sujet. Pas juste parce que c'est un exemple qu'on a fait, mais on parlait de légitimité tout à l'heure, parce qu'il y a éventuellement une... Enfin, ça existe, la sacralisation des sciences, cette différenciation et tout ça. Mais là, l'exemple que Fabien cite, il est intéressant parce que le document ancien, patrimonial et tout, il est sacralisé, un peu par défaut, parce qu'il faut le conserver, parce que tout ça. Et donc prendre le contre-pied en disant on va le disséquer, entre guillemets, on casse cette sacralisation, on rend accès à des choses qui paraissent interdites au départ. Je trouve que le parallèle avec justement les sciences, il est assez heureux, dans le sens où c'est pas plus sacré de faire des sciences que de faire la littérature, et qu'une fois qu'on a passé cette barrière, en tout cas dès qu'on rend accessible, tout de suite après c'est plus facile. Merci Gérald. On va une dernière question. Oui, bonjour, Alexis Rouneau du CPU de l'Artois. Je pense que tous les ans, il y a de plus en plus de publications, de livres qui apparaissent. Comment vous gérez les livres qui sont un peu, j'ai envie de dire, fake news, tout ce qui est IA qui commence à arriver? Comment vous filtrez ça? Est-ce que c'est des enseignants ou des lecteurs qui vous disent ce bouquin-là est un peu limite? Est-ce que vous les retirez de vos collections? Est-ce que vous les mettez dans un coin derrière un rideau pour que les gens puissent... Voilà. Enfin, comment vous gérez cet afflux d'informations qui peuvent être aujourd'hui un peu limite? On voit, voilà. Comment vous gérez ça? Je dirais que c'est un problème parce que cette question, elle se pose pour tous les domaines, en fait. Pas seulement les sciences expérimentales, mais les sciences humaines aussi. Quand on acquiert de la philosophie ou de la religion, le problème se pose. Quand on acquiert de la politique, le problème se pose. La science, la santé, de l'histoire, de la géographie, enfin, tout, à mon sens, toutes les thématiques sont concernées par ça. Après, on a des critères, on fait des choix, on a une certaine politique en politique documentaire, donc une représentativité de tous les courants, un pluralisme. Il y a des choix qui s'opèrent en fonction de... voilà, c'est assez subjectif d'acheter des livres, en fait. Et on l'a pas dit, mais on est très dépendant du monde de l'édition. Parce que c'est quand même le monde de l'édition qui fait ses choix éditoriaux. Donc, nous, on est en bout de chaîne. En bout de chaîne, c'est l'usager qui est en bout de chaîne en tant que lecteur. Mais... à mon sens, voilà, c'est un faux problème. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres éléments, mais la question se pose pour tout. À partir du moment où on constitue une collection, on a des critères. L'important, c'est d'avoir une représentativité. On est en pleine campagne électorale. Quand vous allez dans une bibliothèque publique, beaucoup d'usagers vont nous demander des ouvrages publiés par tel homme politique, etc. Il y a des choix qui s'opèrent en politique documentaire. Est-ce qu'on les achète ? Oui, non. Dans ce cas-là, on les achète tous. Est-ce qu'on les achète pas du tout? C'est des choix après qui appartiennent à la politique documentaire de l'établissement, à mon sens. Je ne sais pas si les collègues... Alors là, je remets ma casquette bibliothèque de la Cité des Sciences. Nous, on est en train de refaire notre politique documentaire, justement, pour gérer ce que je disais tout à l'heure, cette zone grise, là où comment on arrive à mieux accompagner nos publics sur tout ce discours parallèle autour des sciences, parce que c'est pas si facile. C'est effectivement le métier des bibliothécaires de base, mais des fois, là, l'IA, par exemple, ça pop dans tous les sens. Comment on arrive à travailler cette notion-là et surtout à présenter différentes ressources, pas au même niveau sur ces questions scientifiques. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à un moment, si vous avez vu qu'il y a principalement des bibliothécaires, encore une fois, si vous avez un doute, il y a des universités autour de vous, vous pouvez contacter, envoyer un petit mail et dire « il y a ce document-là, j'hésite à l'acheter, qu'en pensez-vous ?» Si ça demande un mail à un scientifique de vous répondre, je pense qu'ils le feront sans souci, quoi. Et il faut utiliser cette ressource aussi d'expertise, qui est bien souvent pas fait, et vraiment, n'hésitez pas à contacter les scientifiques quand vous avez un doute.
Merci beaucoup. Alors, on va être obligé de clore. Désolé, Gérald. Je voulais rajouter on a pour une ressource intéressante pour les bibliothécaires. On a déjà largement dépassé le temps, mais je vais devoir passer la parole à Marc-André Flignot pour le mot de la fin. Pardon, non, je n'ai pas de mot de la fin. Déjà, je veux tous vous remercier pour vos interventions et pour toutes les questions, tous les sujets qui ont été abordés et pour ce lancement d'un processus pour moi qui devrait se faire et sur lequel il faudra qu'on discute. Je pense qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui pour voir justement comment tous ces liens que vous avez évoqués, on peut les mettre en œuvre, les créer, en faire quelque chose, une réalité pour qu'effectivement les informations circulent plus facilement, soient plus facilement validées, puis puissent être diffusées auprès des publics, voilà, avec des précautions parfois de langage, etc. On a plein de choses à faire, je crois, on a plein de sujets. Donc un grand merci à vous, grand merci à ceux qui ont participé et qui ont assisté à cette table ronde et débat. Juste pour compléter, si je ne dis pas, Amanda va être fâchée parce qu'elle aura raison, dire qu'Ombelliscience, à partir de maintenant d'ailleurs, lance une grande enquête justement auprès des bibliothèques pour justement sur cette question de la place des sciences, de la médiation scientifique dans les bibliothèques. Et donc, vous aurez l'occasion sans doute d'être contacté par Amanda qui vous sollicitera avec un certain nombre de questions. Je pense que ça peut représenter un travail utile à la fois pour les acteurs de la culture scientifique et aussi pour vous. Merci à toutes et à tous pour cette table ronde. Les retransmissions, tu le dis, hein. On vous attend en bas, au forum, comme ce matin. Voilà. Merci. Bravo.